Bonjour à tous. On va commencer en avance avec 10 minutes. On finira peut-être en avance où ça vous laissera plus de temps pour poser des questions. Donc, je voulais remercier Édouard Trépoz et Thomas Bouvet d'avoir associé le groupe français de la IPPI à cette journée et de m'avoir proposé de présider cet après-midi. Nous sommes toutes les deux pour commencer, mais nous n'allons pas rester toutes les deux très longtemps. Le premier sujet, ce matin, vous avez eu un bon aperçu, un bon compte-rendu sur tous les éléments relatifs à la protection du secret d'affaires, aux atteintes, à la définition du secret d'affaires lui-même, du détenteur légitime, à ce qui est licite ou à ce qui est illicite. Cet après-midi, nous allons aborder un autre thème. La directive prévoyait que les mesures, les procédures et les réparations devaient être appliquées de manière proportionnée. Donc c'est le thème de cet après-midi, le premier thème de cet après-midi, les limites à la protection vers une nouvelle proportionnalité judiciaire. Et nous allons avoir le plaisir d'avoir le regard du magistrat sur les exceptions, mais aussi sur ce principe de proportionnalité qui est un peu partout dans le projet de loi. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Alice Pézard, qui n'a plus besoin d'être présentée, mais qui a été présidente de la Chambre de régulation économique de la Cour d'appel de Paris, de la Chambre de propriété intellectuelle de la Cour d'appel de Paris et qui est conseillère honoraire à la Cour de cassation. C'est donc la personne idoine pour nous donner ce regard du magistrat. Merci Madame, mais je crains de bien vous décevoir. Alors, d'abord, je tiens à remercier Monsieur le professeur Trépoz et Thomas Bouvet de m'avoir l'un et l'autre convié à cette réunion. Et vraiment, ce matin, j'ai beaucoup appris. Donc, je crois que beaucoup a été dit sur le sujet, même sur le sujet de la proportion. Alors, je vais essayer un petit peu de rebondir sur ce qui a été dit et un petit peu essayer aussi de tracer le rôle du juge. Alors, le rôle du juge existait déjà et tous les professeurs l'ont bien rappelé en matière de secret des affaires, mais là, puisque nous avons un texte dit général, enfin qui va être adopté dans les jours prochains, c'est peut-être aussi le moment de se demander, de se poser les questions, et les questions, sûrement pas d'apporter les réponses, puisque ça sera le délibéré des juges, mais de voir au regard de ce principe de proportionnalité qui effectivement est évoqué un petit peu tout au long de la proposition de loi reprenant la directive, comme vient de le dire Éléonore. Alors, là, nous avons en face de nous un texte de synthèse, mais avec toutes les questions qui ont été posées ce matin. Bon, certaines solutions y étaient partiellement apportées. Je dois dire particulièrement merci aux 3 professeurs qui ont parlé ce matin, parce que dans un domaine, excusez-moi, mais aussi flou pour les juges, difficile, sensible, la doctrine est essentielle. Et tous les intervenants ont dit nous devons retourner aux fondamentaux. Et les fondamentaux méritent vraiment d'être expliqués. On a vu la difficulté, c'était très brillant, mais ce qu'a essayé de nous dire Thomas Bouvet sur qui était le détenteur légitime. On peut même se poser la question s'il fallait, un professeur le lui a dit, est-ce qu'il fallait employer le mot détenteur, mais enfin, c'est toutefois quand même ce qui est écrit dans la directive. Alors vous nous voyez, là j'insiste, je suis probablement le seul magistrat dans cette salle. J'insiste, et pas du tout pour me mettre en avant, mais pour mettre en avant la difficulté des magistrats quand ils sont face à tous les problèmes que vous vous êtes posés ce matin, et surtout quand ils ont 2 dossiers qui disent tout et son contraire. C'est le rôle des 2 parties d'arriver à démontrer le contraire de ce que demande le demandeur ou le défendeur. Donc, on se trouve là avec une jurisprudence à venir.
une doctrine en cours, on est en train, cette journée y contribue, mais on a cette jurisprudence à venir, à bâtir. Alors, elle n'est pas complètement nouvelle, on a quand même tout un passé judiciaire et beaucoup de textes déjà applicables ont été rappelés ce matin, il va falloir peut-être les regarder et s'en inspirer. Mais quand même, cette notion de secret des affaires, telle qu'elle a été prévue dans cette directive, est quand même dans son esprit nouvelle. Et là, je reprendrai, je lui en ai parlé en aparté avec les propos très lumineux du professeur Reinhardt quand il a dit que le secret des affaires n'était pas un objet ou un bien ou un objet de propriété. Je crois qu'il n'en est pas loin, mais je ne veux pas trahir sa pensée. Moi, je pense que ça sera la prochaine étape. Ça deviendra, au regard de tout le digital et de la révolution numérique, ça deviendra, et ça l'est déjà pour les entreprises, on l'a vu dans les propos du représentant de l'entreprise Michelin, que ce sont des actifs immatériels importants. Qu'est-ce qu'un actif immatériel? C'est quand même une propriété, un bien. Donc voilà. Alors maintenant, on va être obligé de regarder ce critère de proportionnalité qui est transversal à tous les chapitres de la proposition de loi. Et le juge, en préalable, je suis obligée de dire que le juge, quand il est en délibéré, regarde tous les critères objectifs d'un dossier, mais il y a aussi les critères subjectifs. Là, c'est ma modeste expérience. Bien sûr, il y a des critères objectifs et on les cherche d'abord, puisque on se base dessus, mais vous ne pouvez jamais écarter une certaine subjectivité de la compréhension d'un dossier. Et là, je pense que dans l'appréciation de la proportionnalité, il va y avoir en partie la subjectivité. Au cas d'espèce, évidemment, il n'y aura jamais une définition dans la loi de la subjectivité. La subjectivité de la composition d'un tribunal peut très bien ne pas être la même que celle des confrères d'une autre cour. Et pour éviter cette subjectivité, qu'elle prenne trop d'importance, et Maître Bisolon a conclu, et j'ai trouvé que sa conclusion était l'essentiel presque de mon ancienne vie de magistrat, la preuve. Et un dossier, c'est une bataille de preuves. Et très souvent, les preuves manquent. Et très souvent, de manière subjective, nous disons c'est telle entreprise qui a raison et non pas telle autre. Mais nous n'avons pas la preuve. Alors, si nous n'avons pas la preuve, nous jugeons à partir des preuves que nous avons. Et quelquefois, la preuve nous conduit à ne pas donner une vérité judiciaire, mais qui ne correspond pas à la vérité tout court. Et en l'absence de preuve, c'est comme cela. Il y a les textes, mais un dossier, c'est la preuve. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus pour que les entreprises et leurs avocats vraiment constituent des preuves. Et je crois qu'on a eu un exposé très élogieux, enfin très éloquent sur les preuves, les modes de preuve et leur insuffisance. Alors, il ne faut pas oublier que des insuffisances, et dans ce texte, il y a beaucoup d'insuffisances, notamment puisque la IPPI, nous avions demandé qu'il y ait au moins un texte se rapprochant de la saisie-contrefaçon, mais qui soit beaucoup plus appliqué au secret des affaires et qui n'a pas été retenu par le législateur. Donc maintenant, revenons à ces limites à la protection du secret des affaires. Il a bien été dit que dans tous les textes, dans les mesures à prendre devaient être des mesures proportionnées. Et donc l'intitulé de mon intervention, c'est « Vers une nouvelle proportionnalité judiciaire ». Bon, c'est un petit peu journalistique. C'est nouveau, oui, parce que tout à coup, ce critère de proportionnalité apparaît dans les textes. C'est ça qui est nouveau. Pas totalement, mais il apparaît. Moi non plus, je n'ai pas les capacités de remonter à l'Empire romain ou au bas Moyen-Âge, mais j'ai lu
que ce critère de proportionnalité était apparu dans les textes de législation allemande au XIXe siècle. Ensuite, il a été très largement repris, évidemment, par la Cour de justice européenne, par quelques textes de droit de l'Union, mais en France, il s'agit plus d'un concept de droit, d'un grand principe que nous appliquons, et sa définition, c'est un principe d'adéquation des moyens à un but recherché. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que les moyens, les mesures à prendre, bien sûr, mais quel est le but recherché? Là, il reste aussi à définir. Et c'est ce que ce matin, on a quand même beaucoup dit. Il faut évidemment protéger le détenteur du secret des affaires, le détenteur licite, légitime, et éviter tous les abus. Mais ça, c'est normal. Mais quel est le but recherché? Et c'est là où on voit que c'est rendu très complexe dans le droit français, mais je pense que nos collègues étrangers qui s'exprimeront pareil après le diront aussi. C'est rendu complexe par l'articulation entre plusieurs droits fondamentaux. Certains ont simultanément, de pair, comme le professeur Reinhardt l'a bien dit, la liberté de commerce et d'industrie. Mais certains peuvent être plutôt antinomiques. Et le professeur Trépos les avait rappelés en introduction. On a quand même le respect du contradictoire en procédure. C'est quand même le grand principe de la procédure. On a également, alors sur le fond, la liberté d'information et la liberté d'expression. Là, bon, le secret des affaires, je ne vois pas trop comment on peut dire que ça se combine parfaitement avec ce principe fondamental depuis la Déclaration universelle. On a également une notion qui va être très très difficile à combiner, c'est l'intérêt général. L'intérêt général des tiers, l'intérêt général du consommateur, tous les intérêts généraux qui sont souvent évoqués devant les juges également. Donc cette articulation me fait dire que c'est le juge qui est arbitre en tous ces droits. Alors, ça peut être avec tous ces droits cumulés, mais ça peut être... Donc la Cour européenne, la Cour européenne tant de Strasbourg ou bien de Luxembourg, nous rappelle souvent, eh bien, soyez proportionnés dans les mesures que vous prenez. OK. C'est là le mécanisme de contrôle juridictionnel. Alors, juste un tout petit mot. C'est un mécanisme de contrôle juridictionnel par les cours d'appel, par les juges du fond de première instance. Mais ensuite, quand ces juridictions auront statué sur la proportion qu'on va étudier, sur des mesures dites proportionnées pour telle ou telle raison, le juge, je rappelle bien, avec beaucoup de motifs objectifs, mais un ou deux subjectifs, va dire finalement, le secret des affaires n'a pas été violé, enfin je prends une mesure qui ne conduit pas à une interdiction totale, enfin toutes les mesures qu'on a étudiées ce matin. Dans le but de cette proportion, ça sera motivé par la Cour d'appel, plus ou moins, mais ce sera motivé. Quel est le contrôle juridictionnel que peut apporter la Cour de cassation? Sommes-nous dans un moyen de droit ou dans un moyen de fait? Je pense que l'appréciation, je peux me tromper, du caractère proportionné de la mesure est un fait. Je ne vois pas comment la Cour de cassation, s'il n'y a pas de défaut de motivation, ou s'il y a une motivation relativement claire, la Cour de cassation pourra relativement peu intervenir. Enfin, il y aura sûrement un peu de jurisprudence, il en existe déjà un petit peu, mais je ne pense pas que la solution vienne de la Cour de cassation, elle viendra davantage des juges du fond. Alors, ce principe de proportionnalité qui résulte de l'article 7 de la directive, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit ce matin, ce serait vraiment fastidieux. Ce n'est pas totalement nouveau, on l'a vu, ni dans la loi, ni dans la jurisprudence, puisque la jurisprudence de la proportion s'applique à d'autres domaines, et c'est sûrement peut-être la source d'inspiration la plus grande, avec les difficultés de contradiction, mais c'est le droit de la concurrence, là, qui, une fois de plus, nous a devancés. Et donc, on regardera un tout petit peu et on s'en inspirera.
Alors, je vais balayer rapidement le texte de la commission mixte. Nous avons eu un très large exposé sur la définition du secret. Eh bien là, déjà, le juge interviendra sur cette proportionnalité. Le mot n'est pas écrit, mais le mot a été bien dit, ce sont des mesures de protection raisonnables. Eh bien, le raisonnable renvoie à des mesures proportionnées avec le but recherché de l'entreprise qui défend son secret d'affaires. Alors, monsieur le représentant de l'entreprise Michelin a très très bien expliqué tout ce que faisait Michelin dans ses mesures de protection raisonnables. Il a donné des critères proportionnés. La hiérarchie du secret, je crois qu'il y avait même un petit tableau dans les niveaux 1 à 3. Il y a le secteur d'activité dans l'entreprise Michelin et dans d'autres. Mais je crois que c'est un professeur qui a parlé du tampon de la confidentialité, du secret d'affaires. Bon, si ce n'est sûrement pas valable pour une entreprise comme Michelin, je pense que pour une start-up, c'est une preuve. Une start-up sur ses premiers documents, de toutes ses inventions, de toute sa création, met un tampon confidentiel. Pour un juge, ça peut être très bien être reconnu comme une protection raisonnable de son patrimoine secret. J'essaie de démontrer, par exemple, dans une start-up, pour faire un petit peu la balance par rapport à une grande entreprise. Un juge, par exemple, a une enveloppe solo. Une entreprise parle beaucoup, c'est un peu le cas des start-up, ils sont tellement fiers de leur invention qu'ils en parlent dans tous les trains. Mais nous nous trouvons face à une violation du secret des affaires. Bon, est-ce que vous, start-up, vous avez déjà déposé une enveloppe solo? Au moins, c'est sûrement pas suffisant pour Michelin. Pourquoi pas pour une start-up qui démarre et qui a un secret? Code source, ça, je sais que dans les codes sources des sociétés du numérique, quand même, d'abord, personne ne comprendrait dans le train, donc ils n'en parlent pas. Mais ils ont quand même une tendance à parler de ce qui enveloppe le code source. Bon, mais ils apportent une enveloppe solo. À chaque fois qu'ils rencontrent un éventuel investisseur, ils font signer un NDA. Bon. Ensuite, ils ont fait signer à leur avocat ou à leur consultant un freedom to operate, c'est-à-dire pour leurs investisseurs, oui, c'est brevetable, le brevet vient d'être déposé, le secret est bien protégé ou va l'être, c'est une mesure de preuve à venir. Eh bien, je crois que ce sont des mesures raisonnables. C'est une protection raisonnable pour une petite entreprise qui a un secret qui peut être très important. Mais c'est pour ça que je dis que les critères, ce sont des critères au cas d'espèce. Je caricature un petit peu. Bon, il y a un ensemble. On n'a pas encore de dossier, puisque le texte n'est pas encore adopté. Il y en aura, je suis sûre que les... Mais si vous voulez, la protection du savoir-faire, du know-how ou du secret des affaires, puisque tout ça sont des notions un petit peu équivalentes, va assez vite... on va jauger le niveau de preuve qu'il va être nécessaire, et on admettra déjà, on passera le cap de la définition du secret avec une mesure de protection raisonnable. On voit également, on va sûrement être aidé par le RGPD. Il y a quelques inquiétudes sur ces données personnelles à des fins très souvent bancaires, à des fins médicales. Mais ces données qui seront entourées de toutes les mesures que ceux qui travaillent sur le RGPD en est en train de prendre, ce que les sociétés, bien sûr, le consentement préalable de son détenteur ou du porteur de la donnée, également toutes les mesures de droit à l'effacement, enfin, on n'est pas là pour parler du RGPD, mais toutes ces données vont aussi, si elles ont été contractuellement prises, vont aussi aider le juge à dire toutes ces données qui sont très, très largement secrètes, par exemple en domaine de santé, puisque dans certains laboratoires, on est obligé d'évoquer, ou pour les maladies orphelines, ou bien ne serait-ce que pour les assurances, les graves maladies qu'un tel ou un tel porte. Eh bien là, c'est quand même un secret d'affaires médicales, c'est un petit peu comme ça. Et là encore, ça sera sûrement le contour
prises par les entreprises pour mettre en œuvre le RGPD et la protection pourra être considérée comme raisonnable. Alors maintenant, il y a les exceptions. Là, je crois que c'est un sujet qui n'a pas du tout été abordé ce matin, les exceptions légales de la section 4. Peut-être que je vais au-delà, et la doctrine peut sûrement me reprendre sur ce sujet, mais il est évident que dans le texte de la section 4, pour les exceptions légales, il n'y a absolument pas de référence au mot raisonnable ou au mot proportionné. En revanche, il y a des juges qui auront à apprécier: est-ce que nous sommes dans le champ d'application d'une exception légale? Est-ce que nous sommes dans la liberté d'expression pour les journalistes, dans l'intérêt général pour les lanceurs d'alerte, dans l'exercice légitime des salariés quand ils informent de certains secrets de l'entreprise leurs représentants syndicaux? Et là, moi, je pense, je n'ai pas de cas malheureusement à exposer, mais je pense qu'un beau jour, nous aurons un conflit entre la protection du secret des affaires et la mise en œuvre d'une exception légale par une personne qui sera attaquée pour violer le secret des affaires. Bien sûr, il se retranchera contre ces exceptions légales, mais là encore, la notion de proportionnalité, alors ça sera peut-être un petit peu différent, mais proportionnalité dans la définition, parce qu'attendez, ce n'est pas parce que je suis salarié présent au conseil d'administration d'une entreprise du CAC 40 que je peux tout à coup passer à mon représentant syndical toutes les informations au nom de la liberté de l'exercice légitime de ma communication entre mon représentant syndical et moi en tant qu'administrateur salarié de l'entreprise. Donc là, j'ai l'impression que le juge sera amené à trancher ce qui peut être communiqué et ce qui doit rester secret. Là, ce sera un très beau débat parce qu'il y aura sûrement des procédures. Bien sûr, là où le mot proportionné est très expressément ou explicitement écrit dans la loi, c'est dans les mesures conservatoires ou de cessation de la violation du secret des affaires, toutes les mesures au fond ou conservatoires préalables ou probatoires, qu'a expliqué Yves Bisolon en dernière intervention. Alors, inutile peut-être de reprendre ces mesures, puisqu'on les a en tête en fin de matinée, mais le problème de la démarche judiciaire maintenant. Comment, pour prendre l'une ou l'autre, dans le texte des mesures provisoires, la proportion est visée, mais dans le texte général des mesures au fond, elle n'est pas visée, ou l'inverse, je n'ai pas le texte sous les yeux. Bon, mais peu importe. Le juge interprétera en disant que le mot proportionné vaut pour l'ensemble de cette section, chapitre 2. Mais certes, pour les mesures provisoires, conservatoires, il est prévu un décret. On peut imaginer que certains critères objectifs qui ont été cités de la directive seront repris dans le décret. À mon avis, ça n'ira pas plus loin, mais ce sont des critères objectifs qui sont uniquement cités à titre d'exemple. Il y en a un qui n'est pas visé par la directive, mais moi qui, à mon sens, sera repris par le juge, parce que dans d'autres précédents, je l'ai exercé, c'est le dommage à la victime. Ça, c'est un critère. Il y a quand même une appréciation. Quelquefois, on juge pour les principes. Les principes sont très importants, mais il n'y a pas de dommage. Bon, vous savez, on laisse tomber les principes. Je suis désolée de dire ça, mais peut-être que la pratique a changé depuis mon départ, mais il y a 4 ans, c'était encore comme ça. S'il n'y a pas de dommage, basta. Donc, il faut aussi quand même se rendre compte, quand on lit une décision de justice, et vraiment, ça j'insiste, parce que très souvent, quand on discute avec l'une des parties, elle pense que le juge s'est obligatoirement trompé. Non! Le juge fait la balance de tous les intérêts en présence. Et tous les intérêts en présence, ils sont multiples. Secret, violation des secrets, protection de l'emploi, regard des tiers, protection de l'environnement général, et tout ça entre en ligne de compte. Ce n'est pas toujours repris dans la motivation écrite, mais à la lecture implicite d'une décision, on peut le voir. Et très souvent, même dans les juridictions du fond, il y a ce que j'appelle, un peu vulgairement, excusez-moi, c'est la phrase balai.
Et la phrase balai, de toute façon, on a tous en tête, quand on rédige son arrêt de cour d'appel, que la Cour de cassation va regarder. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a une phrase, et on est sûr que ça peut être difficilement cassé. Vous savez, il faut aussi être pragmatique. Quand on est avocat, on essaie d'aller dans le sens de son client, bon, plus ou moins, mais on est bien obligé parfois. Mais quand on est juge, on essaie de voir, on ne veut pas de la censure de la Cour de cassation. Et j'ai été très émue quand j'ai entendu le professeur Reinhardt faire le commentaire d'un des arrêts de l'odeur des parfums, du savoir-faire. Parce que le premier arrêt, j'en étais le rapporteur, mais je n'ai pas été suivie par mes pairs. Et donc, personnellement, j'étais à ce qu'on prononce immédiatement le droit d'auteur je crois que c'était en l'espèce les parfums Lancôme, je peux avoir oublié. Et je pense qu'il fallait, à l'instar de la Cour néerlandaise des Pays-Bas, qu'il fallait tout de suite donner, pour éviter des contrefaçons venant d'Asie, qu'il fallait donner le droit d'auteur. Bon, mais je n'ai pas été suivie, mais on peut se référer à la Cour des Pays-Bas, et voilà. Alors, donc, la démarche judiciaire, il y aura les preuves analysées, d'autres preuves qui seront sûrement des critères objectifs. Et Monsieur Beauvire l'a bien expliqué, il y a la rapidité. La chronologie des événements est très importante dans le dossier qu'on vient d'évoquer. Il y a un besoin de protection du droit des affaires à un moment donné. C'est peut-être moins vrai 5 ans plus tard, où tous les concurrents font plus ou moins la même chose. Et ce sera très net dans le monde du numérique, qui évolue à une vitesse très grande. Ce qui était secret il y a 3 ans ne l'est plus aujourd'hui, ou l'est beaucoup moins. La protection peut être plus faible. Attention, j'ai trouvé que vous y alliez un peu fort en disant c'est Maître Bisolon, je ne sais pas s'il est là, mais que la vitesse des décisions était comme au XIXe siècle, vous êtes là. Bon, non, on va beaucoup plus vite. En 8 mois, tout est bouclé. Et en 8 mois, maintenant, dans les juridictions dignes de ce nom, 8 mois, 1 an, le secret des affaires peut avoir beaucoup changé. Bien sûr qu'on juge au moment des faits, mais attention à ça. On juge au moment des faits, mais la partie subjective, et là, comme on a le droit d'examiner le dommage de la victime, et le dommage, ça c'est nouveau dans le texte, et ça a été très bien dit, c'est aussi le dommage qu'en subirait l'auteur de la malveillance, si je puis dire, enfin l'auteur de la violation du secret des affaires, le dommage qu'il en subirait, c'est une nouvelle notion qui apparaît. Donc tout ceci sera étudié par le juge, avec des critères. Il y aura peut-être une hiérarchie, certes, dans les critères, mais c'est quand même des éléments de la proportionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder dans le concret? Donc, ça a été évoqué, on a évidemment la propriété industrielle. On le sait, notre secret des affaires est bien au-delà de nos secrets protégés en pays, mais ça en fait partie. Donc, on a l'article 615.3 en propriété intellectuelle pour les actes de contrefaçon. On peut regarder la jurisprudence, un peu même si ce n'est pas indiqué aussi clairement, mais de cette proportion entre ce qui est argué de contrefaçon et ce qui a été réellement commis, parce qu'il y a souvent quand même de la marge. Ensuite, il y a l'article 145, insuffisant, mais il nous reste, puisque le législateur n'a pas voté ce que la IPPI avait préparé. Donc, on doit quand même, pour la conservation des preuves, un petit peu regarder ce que l'on en dit. Et puis, on a quand même un peu de jurisprudence sur la saisie contrefaçon proprement dite, qui est un mode de preuve évidemment très utilisé et soumis au principe de proportionnalité. Donc, il y a des arrêts de jurisprudence pour ces 3 articles. On ne peut pas faire un cours de jurisprudence, mais il y en a un récent de la Chambre commerciale de 17 janvier 2018, donc quand même récent, à propos des articles 615.5
du CPI et 145 du Code de procédure civile. Donc, c'était une question de preuve. Je le rappelle, évidemment, je suis sûre que tout le monde connaît cet article, ce cas dans la salle, mais la Cour de cassation a pris là en compte le principe de proportionnalité au regard de sauvegarde d'un secret des affaires. Et c'était une question de tri, comme on a vu beaucoup de jurisprudence, donnée ou non à l'huissier. Et là, je lis le considérant, parce qu'il rappelle bien ce que l'on dit, le juge ne délègue pas à l'huissier son pouvoir juridictionnel en lui permettant de mettre sous séquestre les éléments saisis qui touchent au secret des affaires ou la vie privée, dès lors que cette première sélection ne préjuge pas d'une qualification finale dont la caractérisation n'appartient qu'au juge. Il en est de même pour l'expert désigné ensuite pour procéder au tri des éléments saisis. C'est-à-dire qu'en l'espèce, il avait été estimé que l'huissier avait eu le droit de procéder au tri fait par l'expert, etc. Donc, c'était un équilibre entre le but recherché, la protection des preuves pour prouver le secret des affaires, et puis ce qu'invoquait la partie contradictrice en disant « mais vous investiguez absolument surtout notre vie commerciale et c'est inacceptable ». Le juge donne quand même beaucoup de droits à l'huissier. Vous avez eu la même chose dans une affaire un peu plus ancienne, mais qui opposait les sociétés GAN Assurance aux sociétés Allianz. C'est un arrêt du 22 juin 2017, donc il n'y a pas encore un an. Et là encore, et alors c'est intéressant parce que dans le considérant, dans son attendu, la Cour de cassation a même visé l'article 10 du Code civil. Et là, on a un retour à un grand principe fondamental et un jugement qui doit être équitable et proportionné, même si l'article 10 n'emploie pas le mot. Je vous le lis parce que ceux qui n'ont pas en tête cet arrêt, je lis rapide. Attendu pour rejeter l'amendement d'expertise formé par les sociétés GAN, l'arrêt retient que ni le secret des affaires, ni la circonstance qu'elles soient propriétaires du fichier client constitué par leur agent général ne suffisent à justifier au regard de la manifestation de la vérité qu'elles s'opposent à la production en justice d'éléments de preuve que les sociétés alliances ne peuvent obtenir par leurs propres moyens et qui sont nécessaires à l'appréciation de l'existence et, le cas échéant, de l'ampleur d'un détournement de clientèle permettant de qualifier une concurrence déloyale. Ce qui est important, c'est la chute de la Cour de cassation. Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette mesure d'instruction, confiée à un tiers, soumis au secret professionnel, n'était pas proportionnée au droit des sociétés alliances d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés GAN. La Cour d'appel n'a pas donné de base légale à ces décisions. Et je rebondis sur ce que je vous ai dit en introduction. Il est évident qu'une Cour d'appel un petit peu aguerrie aux cassations mettra, nous avons recherché toutes les mesures proportionnées à l'équilibre entre le secret des affaires, la recherche de sa protection et l'exercice des activités commerciales de la société contradictrice. Donc, si vous voulez, soyez vraiment très, très vigilants en première instance. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est tout ce qu'on étudie sur le secret des affaires aujourd'hui ne franchira pas tellement plus que la première instance. D'abord parce que ça coûte très cher aux sociétés, parce qu'une fois que le secret des affaires est violé, il est violé, donc on passe à autre chose. Et puis, je ne dis pas qu'il y a des transactions dans ce domaine-là, je ne suis pas assez au courant, mais je pense qu'après, il y a des accords quand même entre entreprises. Ce n'est pas tout à fait sur le secret des affaires, mais ça l'est presque. Un des dossiers qui m'a marqué, et aucun des avocats n'est présent dans la salle, donc je peux en parler facilement, c'était sur des tracteurs Renault. Et je vous assure, sur un brevet, c'était passionnant d'ailleurs, sur un brevet d'un tracteur Renault, et deux entreprises, une américaine et une française, Renault d'ailleurs en l'occurrence, s'entre-déchiraient sur la brevetabilité ou non d'un des éléments du moteur. Et puis, peut-être, est-ce que je m'ennuyais un peu ou je n'en sais rien, je me regarde dans le dossier, comme ça je feuillette.
je vois pacte d'actionnaires et création d'une entreprise. Je me rappelle très bien au Mans, je suis du Mans, c'est ça qui m'avait, je pense, appelé l'attention. Vous voyez la subjectivité qu'on peut avoir. Création d'une joint venture entre ces deux entreprises pour fabriquer le moteur dont on était en train de parler depuis 3 heures. Alors là, ça m'a quand même un petit peu interpellée, j'ai un petit peu plus regardé, et puis j'ai demandé, j'ai suspendu l'avocat qui était en train de plaider, je lui ai dit, écoutez maître, est-ce que je peux lire le document que je viens de lire dans le dossier? Bon. Les deux avocats se sont regardés, ni l'un ni l'autre n'étaient au courant, ni l'un ni l'autre, hein, je ne reproche pas du tout aux deux avocats, il n'y a aucune faute professionnelle, mais eh bien, tout s'est arrêté, et le procès n'a plus eu de suite. J'ai demandé, c'est évident, ils étaient en train de se battre sur soi-disant un brevet qui n'était pas reconnu par l'autre, ils étaient en train de créer l'entreprise pour fabriquer le moteur dans une ville française. Bon, c'est un élément qui n'avait pas été donné par le client, c'est tout. Voilà. Alors, si vous voulez, je pense que les dossiers de secret des affaires, c'est un peu éloigné du sujet, mais enfin, auront sûrement voilà. Alors, un droit de la concurrence, on peut s'inspirer. Et surtout, ce qui me permet peut-être de voir la proportion qui a été très bien expliquée par Maître Bisolon à la fin, les mesures générales de procédure. Bon, ben, le droit de la concurrence, les data rooms, la restriction tant à la commission de Bruxelles que devant la première chambre de la Cour d'appel de Paris. Maintenant, il y a des restrictions très, très nettes en procédure à la communication de certains documents. Donc là, je pense que les mesures des articles du Code de commerce 153, 1 et 2 seront très largement employés, mais là, on le sait déjà. Alors, ce qu'on ne sait peut-être moins faire, mais on va s'y mettre assez rapidement, puisque à Bruxelles, ça se passe comme ça, on aura des arrêts qui seront lus par tout le monde et puis des arrêts qui seront réservés aux happy few, aux initiés. Alors, je ne sais pas si la doctrine sera considérée par... je ne sais pas comment ça va se passer. Ça sera un peu dommage si les professeurs n'ont pas accès à certains attendus, mais bon, il y aura peut-être des arrangements, je n'en sais rien. Alors, là, la rédaction de versions non confidentielles des décisions judiciaires, bon, ben, pourquoi pas? C'est normal puisque les parties seront d'accord, elles seront avisées que ça se passera comme ça. C'est une nécessité pour protéger le secret des affaires, mais peut-être que certaines choses auront quand même été communiquées à la partie adverse pour que une partie du contradictoire soit respectée. Donc, il me semble qu'on a beaucoup à créer dans cette proportionnalité. Elle sera créée au fur et à mesure de la jurisprudence. Moi, je ne pense pas que la proportionnalité, ce soit une question de doctrine, ni c'est une question de respect des principes de droit, mais de respect des principes de droit au regard de chaque cas d'espèce. Et il est évident que la liberté d'information, quelquefois, n'a rien à voir avec la liberté du commerce et de l'industrie. Donc, c'est chaque cas d'espèce et chaque moment donné, chaque pays aussi. Attention, parce qu'on est là, on va avoir une table ronde internationale, mais on est aussi au regard de nos vastes concurrents par le monde. Donc, le juge en tiendra obligatoirement compte. Je vous remercie. Merci Alice pour cette présentation extrêmement intéressante qui nous laisse voir toute la subjectivité et l'importance du juge dans l'équilibre des principes fondamentaux. Et vous nous avez donné des indices très utiles sur ce que le juge peut percevoir. Et on parle encore de subjectivité comme des mesures raisonnables ou dans son souci de la proportionnalité, ainsi que vos petites astuces pour ne pas être cassé avec votre fameuse phrase balai. Pour ça, c'est pas un secret. Mais il y a des étudiants dans la salle. On l'entend pas toujours de façon aussi claire et assumée.